Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le général Lawrence, nouveau chef de l'expédition française, choisit de marcher carrément sur Mexico. Pour ça, il doit franchir Puebla, ville fortifiée qui verrouille la route. Et convaincu que la population va accueillir les Français en libérateurs, on est toujours un peu comme ça, vous savez, nous. Il se lance dans l'assaut sans préparation, sans rien, la fleur au fusil, comme souvent. Le 5 mai 1862, comme souvent déjà, ces troupes mal équipées en artillerie affrontent les forces de Saragossa, supérieures en nombre et évidemment solidement retranchées. Vous vous doutez de ce qui arrive, l'attaque échoue. C'est une humiliation. Une armée européenne, imaginez un peu, moderne, repoussée par une armée républicaine mexicaine. La retraite de Lawrence, surnommée retraite, la fameuse retraite des 6000 dont je parlais tout à l'heure, est une défaite morale autant que militaire. Et Paris n'encaisse pas du tout la nouvelle, et Napoléon III, malgré tout, refuse de reculer. Pour laver l'affront, il envoie de nouveaux renforts, près de 23 000 hommes, sous le commandement du général Forey, qui sera remplacé ensuite par Bazaine. Et à mesure que les renforts débarquent, la France pense prendre l'avantage. Mais très vite, elle découvre qu'elle est engagée dans une guerre interminable. Elle n'a pas pris la mesure de l'histoire, vous voyez, comme je le dis souvent. Elle n'a pas pris la mesure des guerres, de l'invasion espagnole de son oncle, y compris de l'invasion de la Russie, etc. On n'arrive pas comme ça dans un pays, tout simplement, même lointain, ou proche, peu importe, parce que dès qu'il y a une guérilla, vous êtes certain, et l'histoire le dit, vous êtes certain de perdre la guerre. Le Mexique n'est donc pas une plaine docile. C'est un pays de montagnes, de forêts, de déserts qu'évidemment les hommes qui arrivent ne connaissent absolument pas, alors que les hommes qui sont là, y sont nés. Les guérillas juaristes harcèlent les convois, coupent les lignes de communication, frappent et disparaissent. On aura ça dans toutes les guerres d'invasion. C'est pareil au Vietnam, c'est pareil en Afghanistan avec les Russes, c'est pareil partout. Ce sera toujours le cas. Et comme le note l'historien Comore, la France se retrouve face à une guerre asymétrique qui ne dit pas son nom. Et les soldats français, qui sont habitués, eux, aux batailles rangées, doivent s'adapter à un ennemi invisible, insaisissable, soutenu par une population qui, en plus, est hostile. Chaque convoi devient une cible, chaque village un guet-apens potentiel. Et l'expédition s'enlise dans une guerre d'usure, coûteuse en hommes et en ressources. Dans ce contexte, le rôle de la Légion étrangère est singulier. Longtemps, elle a été écartée des premières expéditions. Elle se sent humiliée. Elle est basée à Sidi Bel Abbès. Elle est occupée à des tâches de construction et de police et elle vit mal son inutilité, si vous voulez. Des jeunes officiers osent écrire directement à ce moment-là à l'empereur pour réclamer l'honneur d'être envoyés au Mexique. Et l'audace paie. Napoléon III décide d'inclure le régiment étranger dans les renforts. Et cette décision change tout. Pour les légionnaires, le Mexique devient le théâtre où ils vont prouver leur valeur, effacer le mépris de l'armée régulière et inscrire enfin leur nom dans l'histoire. Et c'est dans cet état d'esprit, mêlé d'impatience et de fierté, que la 3e compagnie du capitaine d'Anjou s'apprête à entrer en scène le 30 avril 1863. Ce jour-là, à l'aube, la chaleur des terres de Veracruz commence déjà à peser sur les épaules des hommes. La mission confiée à la 3e compagnie du régiment étranger paraît modeste. Protéger un convoi de ravitaillement chargé de vivres, de munitions et d'argent en route vers Puebla. Rien qu'ils doivent penser faire entrer dans la légende. Ils sont 62, commandés par le capitaine Jean d'Anjou, ancien officier du génie, amputé d'une main à Magenta et qui porte depuis une prothèse en bois. Ces lieutenants, Villain et Maudet, complètent l'encadrement. Les hommes savent qu'ils sont en territoire dangereux. Partout rôdent des guérillas juaristes promptes à attaquer les colonnes isolées. 7 heures du matin, la compagnie progresse, sans incident majeur, jusqu'à hauteur du village de Palo Verde. Vers 7h05, une première alerte retentit. Les cavaliers mexicains apparaissent à l'horizon. Et bientôt, ils comprennent l'ampleur du danger. Plusieurs centaines d'hommes, appartenant aux forces du colonel Francisco de Paula Milán, s'apprêtent à couper la route. Les légionnaires savent, ils sont piégés.
Le capitaine d'Anjou, lucide, sait que le convoi à ce moment-là est trop exposé. Il décide de détourner sa petite troupe pour l'éloigner, acceptant de se sacrifier pour attirer l'ennemi. À 8 heures, la cavalerie mexicaine rattrape la colonne française. Les cavaliers encerclent les légionnaires qui reculent en ordre vers le hameau de Cameron. D'Anjou organise à ce moment-là un repli méthodique. Il n'est pas question de se disperser. La seule chance qu'ils ont est de se retrancher. Les premières décharges de fusils claquent. Les Mexicains sont trop nombreux, mais ils se heurtent à une discipline de fer en face. Le mythe de Cameron commence alors à prendre forme. Quelques dizaines d'hommes tiennent tête là à des centaines. À 8h30, les survivants atteignent l'hacienda de Cameron, une bâtisse rectangulaire entourée de murs de pisé. C'est pas une forteresse, mais c'est un abri. D'Anjou ordonne d'occuper les ouvertures, de barricader portes et fenêtres. La compagnie se transforme en garnison improvisée. Les Mexicains se regroupent alors autour de la ferme. L'encerclement est complet. À 9h, le siège débute. Les premiers assauts sont repoussés par des salves meurtrières. Chaque légionnaire tire avec calme et précision, économisant ses cartouches. Les Mexicains, persuadés, eux, d'écraser rapidement ce petit détachement, se heurtent à une résistance acharnée. Le contraste est saisissant. D'un côté, vous avez des centaines de soldats encerclant l'hacienda. De l'autre, 60 hommes déterminés à tenir jusqu'au bout. À 11h, le drame frappe la compagnie. Le capitaine d'Anjou est touché mortellement. Sa mort va briser certainement le moral des hommes, mais avant de tomber, il fait prêter serment à ses légionnaires. Nous jurons de nous battre jusqu'à la mort. Ce serment devient le ciment de la résistance. Le commandement passe au lieutenant Villain, puis à Maudet. La bataille se poursuit avec une intensité redoublée. Vers midi, les renforts mexicains arrivent. Le colonel Milan dispose désormais non seulement de sa cavalerie, mais aussi de bataillons d'infanterie. Le rapport de force devient écrasant. Plus de 2000 hommes contre moins de 60. Les Mexicains somment les Français de se rendre. Maudet refuse. La réponse est sèche, lapidaire. Nous avons des cartouches. Nous ne nous rendrons pas. Et le siège s'intensifie. À 13h, Milan ordonne un premier assaut massif. L'infanterie mexicaine se rue sur les murs de l'hacienda. Les légionnaires abrités derrière les ouvertures fauchent les assaillants. Par leurs tirs précis, l'assaut échoue. Mais les pertes françaises commencent à s'accumuler. Plusieurs hommes tombent. La chaleur, la soif et la fumée rendent la résistance de plus en plus difficile. À 17h, vous avez bien entendu, les Mexicains lancent un second assaut général. Cette fois, ils parviennent à pénétrer dans la cour. Le combat devient corps à corps, baïonnettes, crosses de fusil, lames, tout est utilisé. Les légionnaires reculent pièce par pièce, sans céder un pouce de terrain sans se battre. La maison se transforme en charnier à chaque instant. La disproportion des forces devient plus criante, mais le serment de d'Anjou tient encore. À 18h, tout est terminé. Il ne reste que quelques survivants valides. Les murs s'effondrent, les munitions sont quasiment épuisées. Le lieutenant Maudet, dernier officier encore debout, rassemble les rescapés. Ils ne sont plus que 5 ou 6. Et ils chargent à la baïonnette une dernière fois. Les Mexicains, admiratifs, cessent le feu. 3 hommes survivent à l'assaut final. Ils acceptent de se rendre, mais posent une condition, que leurs blessés soient soignés et que les honneurs soient rendus aux survivants. Je suis toujours un peu ému. Le colonel Milan, impressionné, accepte. Cameron s'achève. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.